Pas de Noël, écrit ma sœur. Mon fiancé avocat ignore ta situation. Nos parents approuvent. J'ai dit reçu. Le 2, il venait signer le rachat. En maître voyant PDG en bout de table. Il a hurlé car. Ne viens pas à Noël. Tu nous ferais honte. Voilà. C'était écrit là, noir sur blanc, ou plutôt gris sur fond blanc, illuminant l'écran de mon smartphone posé sur le bureau en chêne massif de mon bureau de direction. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste cette sentence brutale, chirurgicale, envoyée par ma propre sœur, Maglone. J'ai relu le message une fois. 2 fois. Les mots ne changeaient pas. Ils restaient là, pulsant d'une méchanceté gratuite, comme une plaie ouverte qui refuse de cicatriser. Mon fiancé est un avocat prestigieux, continuait le message suivant. Il pense que je viens d'une famille de gagnants. Si tu débarques avec tes vieux vêtements et ton air de chien battu, tu vas ruiner l'image que j'ai mis des années à construire. Maman et papa sont d'accord. On dira que tu es malade. Je suis restée immobile. Autour de moi, le silence feutré de mon bureau au 20e étage d'une tour de verre à Nantes contrastait violemment avec le chaos émotionnel qui venait d'exploser dans ma poitrine. Dehors, la pluie de décembre fouettait les vitres, transformant la Loire en un serpent gris et tumultueux. C'était le genre de temps qui vous donne envie de rentrer chez vous, de vous blottir près d'un feu avec votre famille. Sauf que ma famille venait de me bannir. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en la plus douce et la plus éclatante des victoires, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde entier pour partager cette histoire. Allez-y, écrivez-le maintenant. Revenons à ce bureau. À ce moment précis. J'ai levé les yeux vers la baie vitrée. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme de 32 ans, vêtue d'un chemisier en soie crème, le visage un peu pâle mais le regard d'acier. Ce que Maglone ignorait, ce que mes parents ignoraient, c'était que ce bureau m'appartenait. Pas seulement le bureau, mais l'étage. L'immeuble. L'entreprise. Ils pensaient que j'étais une ratée. Une chômeuse. Une honte. Ils ne savaient pas que j'étais Léontine de Vignemale, fondatrice et PDG de Biovance, une entreprise de biotechnologie que les géants américains et asiatiques s'arrachaient à prix d'or. Ils ne savaient pas que je venais de passer les 6 derniers mois à négocier une fusion historique évaluée à 850 millions d'euros. Pour eux, je n'étais que la petite sœur bizarre. Celle qui préférait les ordinateurs aux garçons. Celle qui avait échoué. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était ma mère, Hermance. Chérie, ne le prends pas mal. C'est pour le bien de Maglone. C'est une opportunité unique pour elle d'entrer dans la famille de Montmirail. Tu comprends, n'est-ce pas? On t'enverra des photos. Des photos. Ils allaient m'envoyer des photos de la dinde au marron et du champagne millésimé pendant que je serais seule dans mon appartement. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, un mélange toxique de tristesse ancienne et d'une colère nouvelle, froide et tranchante. J'ai regardé le dossier posé devant moi. Le dossier rouge marqué confidentiel, fusion Novatech. Mes doigts ont effleuré le papier glacé. Novatech. La société qui voulait nous racheter. J'ai appuyé sur l'interphone. Géraud? Oui, madame la présidente? A répondu instantanément mon assistant. Le cabinet d'avocats qui représente Novatech. C'est bien Gide Loirette Nouel? Tout à fait, madame. Et qui est l'associé principal en charge du dossier? Celui qui viendra signer le 2 janvier? Il y a eu un bruit de clavier, puis la réponse est tombée, aussi lourde qu'un verdict. Maître Ambroise de Montmirail. Il sera accompagné de son équipe. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Pas un sourire de joie. Non. C'était le sourire du loup qui voit l'agneau entrer de lui-même dans la tanière. Ambroise. Le fiancé de Maglone. Celui pour qui je devais être caché comme une poussière sous le tapis. Celui qui ne devait pas savoir que la honte de la famille existait. Il allait venir ici. Dans mon royaume. Il allait s'asseoir à ma table. Et il n'avait aucune idée de qui l'attendait. J'ai repris mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus.
J'ai ouvert la conversation avec Maglone. J'ai tapé 2 mots. 2 simples mots qui scellaient leur destin aussi sûrement qu'une signature sur un acte de vente. Reçu. Compris. J'ai posé le téléphone face contre table. Dehors, l'orage grondait sur Nantes. Mais ce n'était rien comparé à la tempête qui allait s'abattre sur ma famille le 2 janvier. Pour comprendre pourquoi ce message m'a fait l'effet d'un coup de poignard, il faut remonter le temps. Il faut retourner à Angers, dans cette grande maison bourgeoise aux volets toujours clos pour ne pas laisser passer le soleil, ni les regards des voisins. J'ai grandi en étant l'ombre. Maglone, elle, était la lumière. Née 4 ans avant moi, elle était tout ce que ma mère, Hermance, avait toujours rêvé d'être. Elle était blonde, gracieuse, sociale. Dès l'âge de 5 ans, elle faisait de la danse classique. À 10 ans, elle remportait des concours de poésie. À 15 ans, elle était la reine du lycée. Mes parents, Rodolphe et Hermance, ne vivaient que pour elle. Leur conversation tournait uniquement autour des succès de Maglone, de la beauté de Maglone, de l'avenir brillant de Maglone. Et puis, il y avait moi. Léontine. Brune, un peu gauche, toujours le nez fourré dans des livres de sciences ou en train de démonter des vieux réveils pour comprendre comment elle fonctionnait. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ? Soupirait ma mère en me voyant arriver avec de la graisse de moteur sur les mains après avoir réparé le vélo du voisin. Personne ne voudra jamais épouser une fille qui sent le cambouis. Mon père, lui, était plus direct. La science, c'est bien, Léontine, disait-il en lisant son journal sans me regarder. Mais sois réaliste. Tu n'as pas l'étincelle. Contente-toi de viser un poste administratif. Secrétaire, c'est bien. C'est sûr. Chaque succès que je remportais était accueilli par un silence poli, ou pire, par une indifférence totale. Quand j'ai été acceptée à Polytechnique, l'une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses de France, j'ai couru à la maison, la lettre d'admission serrée contre mon cœur. Je pensais, ça y est. Maintenant, ils vont me voir. Maintenant, ils seront fiers. J'ai ouvert la porte du salon, essoufflé. Maman. Papa. Regardez. Ils étaient assis sur le canapé, Maglone debout devant eux, tournant sur elle-même dans une nouvelle robe de cocktail rouge. Chut. A sifflé ma mère. Maglone répète pour son gala de charité. C'est très important. Je suis restée là, la lettre froissée dans ma main. J'ai attendu 1 heure. Quand Maglone a fini, j'ai tendu ma lettre. Polytechnique ? A dit mon père en la parcourant distraitement. C'est bien. Mais c'est une école très masculine, non ? Tu vas t'endurcir là-bas. Ce n'est pas très féminin. On n'aura pas le temps de fêter ça ce week-end, a ajouté ma mère. Il faut qu'on aide Maglone à préparer ses valises pour son stage à Milan. Ce soir-là, j'ai mangé seule dans ma chambre. J'ai compris que peu importe la hauteur de la montagne que je gravirais, pour eux, je resterais toujours au niveau de la mer. Mais le véritable point de rupture, celui qui a creusé le fossé infranchissable entre nous, s'est produit il y a 5 ans. Je venais de fonder Biovance. J'avais quitté mon poste confortable dans un laboratoire pour me lancer à mon compte. J'avais une idée révolutionnaire sur l'extraction de protéines végétales, mais je n'avais plus un sou. J'avais investi toutes mes économies dans le matériel. Il me manquait 5 000 € pour payer le loyer du laboratoire et acheter les derniers réactifs. Juste 5 000 € pour survivre 2 mois de plus, le temps que la première subvention arrive. J'ai ravalé ma fierté. Je suis allée voir mes parents. Nous étions assis dans le salon froid d'Angers. J'ai expliqué mon projet, mes yeux brillants de passion. J'ai montré mes prévisions. Papa, c'est l'avenir. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce. Je te rembourserai avec intérêt. Mon père a croisé les bras. Il a regardé ma mère, puis il m'a regardé avec une pitié condescendante qui m'a glacé les os. Léontine, voyons. Tu joues à la marchande. Cette entreprise, c'est une chimère. Ce n'est pas une chimère, c'est de la science. Ai-je protesté ? Nous ne pouvons pas te donner cet argent, est intervenue ma mère. Nous venons d'acheter la nouvelle voiture de Maglone. Elle a besoin d'un véhicule fiable pour ses rendez-vous clients. L'apparence, c'est crucial dans son métier. Ton projet, c'est un hobby coûteux. Un hobby.
Ma vie, ma passion, mon avenir, réduit à un hobby coûteux face à la voiture de Maglone. Si tu as besoin d'argent, a conclu mon père en se levant, le supermarché du coin cherche des caissières. Il n'y a pas de saut-métier. Je suis parti sans un mot. J'ai vendu ma propre voiture. J'ai dormi sur un matelas pneumatique dans le laboratoire pendant 6 mois. J'ai mangé des pâtes sans beurre. J'ai travaillé 18 heures par jour. Et je n'ai plus jamais demandé un centime à ma famille. Ils ont supposé que j'avais échoué. Que je vivotais. Que j'étais une situation embarrassante. Et je ne les ai jamais contredits. Jusqu'à aujourd'hui. Le souvenir de cette journée dans le salon de mes parents me brûlait encore l'estomac alors que je fixais la pluie tombée sur Nantes. 5 ans. En 5 ans, Biovent s'était passé d'un garage humide à ce siège social ultramoderne. J'avais déposé 12 brevets internationaux. J'avais été citée dans les Échos comme l'une des figures montantes de la French Tech. Mais comme ma famille ne lisait que les magazines People et les rubriques mondaines, ils n'en savaient rien. Pour eux, le silence radio équivalait à la honte de l'échec. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Cyprien, mon petit frère. Le bébé de la famille, 26 ans, qui vivait encore au crochet de mes parents tout en se prétendant entrepreneur en crypto-monnaie. Salut Léo. J'ai vu que tu ne venais pas à Noël. Dommage. Dis, puisque tu ne paies pas le billet de train, tu pourrais me dépanner de 200 balles? J'ai promis un resto chic à ma copine et papa fait le radin en ce moment. Allez, sois sympa. J'ai failli éclater de rire. Un rire nerveux, hystérique. Il me méprisait. Il me bannissait de la fête familiale parce que je n'étais pas assez bien pour le fiancé de Maglone. Mais il n'avait aucun scrupule à me gratter quelques euros, supposant que je devrais me saigner aux 4 veines pour faire plaisir au petit prince Cyprien. C'était ça, ma place dans cette famille. Une ressource épuisable, une gêne qu'on cache mais qu'on utilise quand ça arrange. J'ai senti une colère froide m'envahir. Pas la colère explosive qui vous fait crier. Non, la colère des justes. Celle qui vous donne une clarté absolue. Arrêtons-nous une seconde. Mettez-vous à ma place. Votre famille vous interdit de venir à Noël parce qu'ils ont honte de votre prétendu échec, mais dans la même heure, votre frère vous demande de l'argent. Que feriez-vous? Est-ce que vous lui donneriez l'argent pour avoir la paix? Est-ce que vous les insulteriez? Ou est-ce que vous feriez comme moi, en préparant une vengeance silencieuse? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je vous lis. Je n'ai pas répondu à Cyprien. J'ai effacé son message. À la place, j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone fixe. Géraud, apportez-moi le dossier juridique complet de Novatech. Je veux tout savoir sur l'équipe de Gide Loirette Noël. Je veux les profils, les CV, les faiblesses. Quelques minutes plus tard, Géraud entrait avec une pile de documents. Vous avez l'air déterminé, madame, a-t-il noté prudemment en posant les dossiers. Plus que jamais, Géraud. Plus que jamais. J'ai ouvert le dossier. En première page, la photo d'Ambroise de Montmirail. Il était beau, il fallait l'admettre. Le genre de beauté classique, un peu arrogante, typique des hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour rien. Maglone devait être aux anges. Il était son accessoire parfait. Sous sa photo, son CV, Sciences Po, HEC, Gide. Un parcours sans faute. Un pur produit de l'élite parisienne. Il pensait venir en province pour plier une petite affaire rapidement. Il pensait qu'il allait intimider la direction d'une boîte nantaise. Ils arrivent par le train de 8h50 le 2 janvier, a précisé Géraud. Ils ont demandé qu'on leur réserve une suite au Radisson Blu. Aux frais de Biovence, bien sûr. Bien sûr, ai-je murmuré. Accordez-leur tout ce qu'ils veulent. Le meilleur hôtel. Le meilleur champagne. Qu'ils se sentent en sécurité. Qu'ils se sentent supérieurs. J'ai caressé la photo d'Ambroise du bout du doigt. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, mon cher beau-frère. Tu penses venir signer un rachat. Tu viens en réalité signer l'arrêt de mort de l'ego de ma sœur. La nuit tombait sur la ville. Les lumières de Nantes s'allumaient une à une. J'étais seule dans mon bureau immense, bannie de ma propre famille pour les fêtes. Mais je ne me sentais plus seule.
Je me sentais puissante. J'avais 72 heures pour préparer la scène. 72 heures pour devenir le cauchemar qu'il n'avait jamais vu venir. Le 2 janvier s'est levé sous un ciel d'acier, froid et limpide. Je ne suis pas allée au bureau tout de suite. Je suis restée chez moi, dans mon appartement du centre-ville, un loft rénové avec goût que personne de ma famille n'avait jamais visité. C'était le jour J. J'ai pris ma douche lentement, laissant l'eau brûlante laver les derniers doutes. Quand je suis sortie, je me suis dirigée vers mon dressing. D'habitude, je m'habille simplement. Un jean, un pull en cachemire, des baskets confortables. Je suis une femme de terrain, une scientifique. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, je devais porter une armure. J'ai sorti la housse noire. À l'intérieur, un tailleur pantalon Dior, bleu nuit, coupé au millimètre près pour ma silhouette. Je l'avais acheté après notre entrée en bourse, mais je ne l'avais jamais porté. Il était trop intimidant, trop pouvoir. C'était exactement ce qu'il fallait. J'ai enfilé le pantalon, ajusté la veste. Le tissu tombait parfaitement. J'ai mis des escarpins à talons hauts, moi qui vis en chaussures plates. Ces 10 centimètres supplémentaires ne servaient pas à me grandir physiquement, mais symboliquement. Je voulais dominer la pièce. Pas de bijoux voyants. Juste ma montre Cartier Tank vintage au poignet gauche. Un symbole de temps, de patience et de valeur intemporelle. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict, dégageant mon visage. Pas de maquillage excessif, juste ce qu'il faut pour souligner la dureté de mon regard ce jour-là. Je me suis regardée dans le miroir. La Léontine que ma famille connaissait, la fille effacée, mal habillée, timide avait disparu. La femme dans le miroir était un requin. Un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. C'est l'heure, ai-je dit à mon reflet. Mon chauffeur m'attendait en bas. Oui, j'avais un chauffeur, une autre chose qu'ils ignoraient. Le trajet vers le siège de Biovance fut silencieux. Je repassais le plan dans ma tête. Novatech, une énorme entreprise pharmaceutique, voulait racheter Biovance pour notre technologie d'extraction enzymatique. L'offre était de 850 millions d'euros. Mais ils essayaient de jouer au plus fin sur les clauses de propriété intellectuelle. Ils avaient envoyé leur meilleur requin juridique, l'équipe d'Ambroise, pour nous intimider et nous faire céder nos brevets futurs. Ils s'attendaient à trouver une start-up de province, naïve et éblouie par les gros chiffres. Ils allaient trouver un mur de béton armé. J'ai appelé Maître Lally, ma directrice juridique. Tout est prêt, Eulalie ? Tout est prêt, madame. La salle du conseil est préparée. Les dossiers sont sur la table. L'équipe de Novatech vient d'arriver à la réception. Ils sont, comment dire, très sûrs d'eux. Parfait. Laissez-les mariner 5 minutes dans le hall. Offrez-leur du café tiède. Du café tiède ? Eulalie a ri. C'est cruel. C'est psychologique. Je veux qu'ils soient irrités, impatients. Je veux qu'ils nous sous-estiment jusqu'à la dernière seconde. Quand je suis arrivée au siège, je suis montée par l'ascenseur privé. Je suis entrée dans la salle de conférence par la porte dérobée qui donnait directement sur mon bureau. La salle était magnifique. Une table en marbre noir de 12 mètres de long. Une vue panoramique sur la ville et le fleuve. Au mur, notre logo argenté, Biovance. Je me suis assise en bout de table, le dos tourné à l'entrée principale, face à la baie vitrée. Je voulais qu'ils entrent, qu'ils s'installent, et qu'ils ne voient que le dossier de mon fauteuil de direction. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Messieurs, bienvenue chez Biovance, a annoncé la voix de Géraud. Je vous en prie, installez-vous. Notre PDG termine un appel international important. J'ai entendu des pas lourds sur la moquette épaisse. Le bruit des mallettes en cuir compose. Des chuchotements. C'est pas mal pour la province, a dit une voix masculine, teintée d'ironie. C'était lui. Ambroise. La vue est belle, a répondu une autre voix. Dommage qu'ils vont bientôt tout perdre. Mon cœur battait lentement, puissamment. Boum. Boum. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'installer, devenir pesant. C'était le calme avant l'apocalypse. Je gardais les yeux fixés sur l'horizon gris de Nantes, mais tous mes autres sens étaient braqués sur la pièce derrière moi.
Je pouvais presque sentir l'odeur de leur parfum coûteux, de leur arrogance parisienne qui envahissait mon espace. Ce café est imbuvable, a murmuré Ambroise. Sérieusement, ils ne connaissent pas Nespresso ici? Patience, maître de Montmirail, a répondu un de ses associés. On signe, on prend le chèque de commission, et on est dans le TGV de 18 heures. J'ai souri. Mon téléphone était posé devant moi, écran noir. Je savais ce qui se passait dans la tête d'Ambroise. Il se voyait déjà victorieux. Il pensait à sa future promotion. Il pensait à Maglone et à leur mariage parfait financé par cette affaire. Soudain, son téléphone a sonné. Il a décroché sans gêne, parlant fort, comme si cet endroit lui appartenait déjà. Oui, mon amour? Oui, je suis chez les Bouzeux. Non, la PDG n'est pas encore là, elle doit être en train de traire ses vaches. Je plaisante. C'est une boîte de biotech, mais bon, ça reste Nantes. Il a ri. Un rire gras, satisfait. Oui, Maglone. Ne t'inquiète pas pour ta sœur. Si elle t'embête encore, dis-le-moi. On ne laissera pas une ratée gâcher notre fête. Oui, je t'aime. Allez, je dois y aller, la grande patronne va sûrement faire son entrée. Chaque mot était une goutte d'acide. Bouzeux. Traire ses vaches. Raté. Il parlait de moi à ma propre sœur, dans ma propre salle de conférence, à quelques mètres de mon dos. L'ironie était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Maglone devait être au bout du fil, gloussant de satisfaction, se sentant protégée par son chevalier servant en costume Armani. Elle ne savait pas que le chevalier était debout sur une trappe et que j'avais la main sur le levier. Géraud s'est raclé la gorge, manifestement mal à l'aise pour moi. Messieurs, si vous voulez bien prendre place. Nous allons commencer. J'ai entendu les chaises racler le sol. Le froissement des costumes. Le cliquetis des stylos Montblanc qu'on débouche. Bien, a dit Ambroise d'une voix forte et impatiente. On commence sans elle? On n'a pas toute la journée. Elle est là, maître, a répondu Géraud d'une voix glaciale. C'était le signal. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment pour lequel j'avais travaillé 15 ans. Le moment pour lequel j'avais enduré toutes les moqueries, tous les silences, toutes les exclusions. Lentement, très lentement, j'ai fait pivoter mon fauteuil en cuir. Le mouvement était fluide, silencieux. D'abord, ils ont vu mes mains croisées sur la table. Puis mon tailleur Dior. Puis mon visage, impassible, froid comme le marbre. J'ai planté mon regard directement dans celui d'Ambroise. Le temps s'est arrêté. Littéralement. J'ai vu la réaction chimique se produire sur son visage. C'était fascinant. D'abord, la reconnaissance. Ses yeux se sont plissés. Je connais ce visage. Ensuite, la confusion. Pourquoi la sœur ratée de Maglone est-elle assise dans le fauteuil du PDG? Puis, le déni. Non, c'est impossible. C'est une blague. Et enfin, la terreur pure. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Sa main, qui tenait son précieux stylo, a commencé à trembler. Le stylo a glissé de ses doigts moites et a heurté la table en verre avec un claque sonore qui a résonné comme un coup de feu dans le silence de mort. Léo. Léontine? A-t-il bégayé? Sa voix avait monté d'une octave. C'était un couinement, pas une voix d'avocat. Vous travaillez ici? Vous êtes assistante? C'était pathétique. Même face à l'évidence, son cerveau refusait d'accepter la réalité. Il cherchait désespérément une explication qui collait à sa vision du monde, une vision où j'étais en bas et lui en haut. Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise, royale. J'ai laissé un silence de 3 secondes. 1, 2, 3. Juste pour le laisser suffoquer. Bonjour, Ambroise, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, celle d'une femme qui a l'habitude de donner des ordres. J'espère que le café n'est pas trop imbuvable pour vos standards parisiens. Et non, je ne suis pas l'assistante. J'ai tendu la main vers le dossier devant moi et je l'ai ouvert. Je suis Léontine de Vignemale. Fondatrice, actionnaire majoritaire et PDG de Biovance.
La personne qui décide si votre cabinet touchera ses honoraires de 2 millions d'euros sur cette affaire, ou si vous repartirez à Paris les mains vides. Si vous aviez pu voir son visage. C'était comme voir un immeuble s'effondrer au ralenti. Ambroise a reculé, heurtant sa chaise qui a crissé horriblement sur le sol. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Ou pire, d'avoir vu sa carrière défiler devant ses yeux et s'évaporer. PDG ? A-t-il soufflé. Mais. Maglone a dit. Elle a dit que tu étais au chômage. Que tu avais des problèmes mentaux. Maglone dit beaucoup de choses, ai-je répondu en le fixant droit dans les yeux. C'est son métier, la communication, n'est-ce pas? Inventer des histoires. Moi, mon métier, c'est la science. C'est la vérité. Et la vérité, Ambroise, c'est que vous êtes assis dans mon immeuble, à ma table. Les collègues d'Ambroise échangeaient des regards paniqués. Ils ne comprenaient pas la dynamique familiale, mais ils comprenaient une chose, leur chef de projet venait d'insulter la cliente la plus importante de l'année. L'un d'eux, un jeune associé, a tenté de sauver les meubles. Madame de Vignemal. C'est un honneur. Nous ne savions pas que votre collègue est mon futur beau-frère? Ai-je coupé? Oui, c'est une petite réunion de famille, n'est-ce pas? Dommage que je n'ai pas été invité à celle de Noël. Ambroise a repris une couleur, mais c'était un rouge violent, malsain. C'est un piège. S'est-il écrié, perdant tout sang-froid. Tu as fait exprès. Tu nous as piégés. Je n'ai rien fait, Ambroise. J'ai construit une entreprise pendant 6 ans. C'est vous qui avez supposé que je ne valais rien. C'est vous qui n'avez jamais posé la question. Que fais-tu dans la vie, Léontine? Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais à ce moment-là, l'écran géant derrière moi s'est allumé. C'était la visioconférence avec le siège de Novatec à Londres. Le visage sévère de Monsieur Sterling, le PDG de Novatec, est apparu. Bonjour à tous. Nous sommes prêts à commencer? J'ai souri à l'écran. Bonjour Monsieur Sterling. Nous sommes prêts. Mais je crains que votre conseil juridique, maître de Montmirail, ne se sente pas très bien. Il semble avoir un petit choc émotionnel. Sterling a froncé les sourcils, son visage houmet remplissant la pièce. Montmirail? Il y a un problème? Ambroise a sursauté. Il était coincé. S'il explosait maintenant, il perdait le client. S'il restait, il devait subir l'humiliation totale de négocier avec la ratée qu'il méprisait. Il a avalé sa salive difficilement. Il a ramassé son stylo avec des doigts tremblants. Non, non, Monsieur Sterling. Tout va bien. Nous sommes prêts. Bien, ai-je dit. Alors au travail. La réunion qui a suivi a été un massacre. Pas un massacre sanglant, mais un massacre intellectuel. Ambroise était sens dessus dessous. Il bafouillait. Il cherchait ses mots. Moi? J'étais dans mon élément. Je connaissais chaque chiffre, chaque virgule de ce contrat. Maître, ai-je interrompu alors qu'il présentait la clause de non-concurrence. Page 42, alinéa 3. Vous citez le Code du commerce de 2018. Cette loi a été amendée en 2021. Si on signe ça, le contrat est caduc. C'est une erreur de débutant. Silence dans la salle. Sterling, à l'écran, a grondé, Montmirail. C'est vrai? Je vais vérifier, a balbutié Ambroise, en sueur. Ne vérifiez pas, ai-je dit en faisant glisser le texte de loi imprimé vers lui. C'est faux. Corrigez-le. Maintenant. Pendant 3 heures, je l'ai démantelé. Pièce par pièce. Sans jamais élever la voix. Sans jamais être impolie. Juste en étant compétente. Terriblement, indéniablement compétente. À chaque fois qu'il essayait de reprendre le dessus, je le contrais avec une précision chirurgicale. Il voyait la femme qu'il avait traitée de honte diriger la salle avec une autorité naturelle qu'il n'aurait jamais. À la fin de la réunion, Ambroise ressemblait à un homme qui venait de courir un marathon sans eau. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre. Moi, je n'avais pas bougé d'un cil. Bien, a conclu Sterling depuis Londres. Madame de Vignemal, je suis impressionné.
Votre rigueur est remarquable. Maître de Montmirail, nous aurons une discussion sérieuse sur la qualité de votre préparation. L'écran s'est éteint. Ambroise s'est affaissé sur sa chaise. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la peur pure dans ses yeux. Pas la peur de perdre un contrat. La peur de l'homme qui réalise que tout son système de valeurs vient d'exploser. Tu vas le dire à Maglone ? A-t-il chuchoté, pathétique. J'ai rangé mes dossiers calmement. Je n'ai rien à lui dire, Ambroise. Mais je pense que tu devrais vérifier ton téléphone. Je me suis levée et je suis sortie de la salle sans me retourner, laissant derrière moi l'odeur de la victoire et le parfum rance de sa défaite. Dans le couloir, j'ai croisé Eulalie qui souriait jusqu'aux oreilles. C'était magistral, patronne. Ce n'est pas fini, ai-je répondu. Le spectacle ne fait que commencer. Si cette scène vous a fait jubiler, si vous avez ressenti cette victoire comme la vôtre, c'est le moment de laisser un j'aime sur la vidéo. Montrons à l'algorithme que la justice existe. Dès que la porte de la salle de conférence s'est refermée, la bulle de silence a éclaté. Je suis retournée dans mon bureau, et là, j'ai vu mon téléphone personnel. Il s'était transformé en stroboscope. L'écran s'allumait et s'éteignait sans cesse, vibrant avec la fureur d'un animal en cage. Ambroise avait dû envoyer un message à Maglone pendant sa pause toilette où je l'avais entendu vomir. Ou peut-être juste après la réunion. J'ai pris l'appareil. Il était chaud. 45 appels manqués. 60 messages. Le premier était de Maglone. Ambroise dit que tu es la PDG ? C'est quoi ce délire ? Réponds. Le deuxième, 3 minutes plus tard. Tu couches avec le patron, c'est ça ? Tu te fais passer pour la chef ? Tu vas ruiner la carrière d'Ambroise avec tes mensonges. Il est livide. Le troisième, plus inquiet. Léontine, arrête tes conneries. Ambroise dit que tu as dirigé la réunion. Que tu as signé les papiers. C'est vrai ? Dis-moi que c'est une blague. Puis, le déni s'est transformé en rage pure. Maman est en pleurs. Tu nous as humiliés. Tu as caché tout ça ? Pour te moquer de nous ? Tu es un monstre. Une égoïste. On t'a envoyé de l'argent pour tes anniversaires et tu es millionnaire ? J'ai ri. De l'argent pour mes anniversaires ? Un chèque de 50 €? Alors que je faisais des donations de 100 000 € à la recherche contre le cancer ? Ensuite, les messages de mon père, Rodolphe. Léontine. Rappelle-moi immédiatement. Je veux une explication. C'est inacceptable de jouer avec les nerfs de ta sœur comme ça. Et enfin, Cyprien. Le petit opportuniste. Léo. C'est vrai que t'es riche ? Du coup pour les 200 balles, on peut faire 2000 ? Lol. J'ai senti une vague de fatigue. Pas de félicitations. Pas de on est fier de toi. Juste de la colère, de la suspicion et de l'avidité. Ils ne voyaient pas ma réussite comme un accomplissement, mais comme une trahison personnelle envers eux. Comme si mon succès leur volait quelque chose. Je n'ai pas répondu par des mots. Les mots ne servaient à rien avec eux. J'ai ouvert mon navigateur. J'ai trouvé l'article paru dans Le Monde la semaine précédente, celui que je n'avais partagé avec personne par pudeur. Le titre était en gras, Léontine de Vignemale, la reine discrète de la biotech qui vaut 1 milliard. Il y avait une photo de moi, en tenue de laboratoire, regardant un microscope. J'ai copié le lien. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial Famille Bonheur, quelle ironie. J'ai collé le lien. Et j'ai ajouté, je n'ai jamais menti. Vous n'avez jamais demandé. PS, Cyprien, la réponse est non. Puis, j'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. J'ai demandé à Géraud de m'apporter un thé vert. Je me suis assise face à la Loire. J'avais lancé la grenade. Maintenant, j'attendais l'explosion. Elle n'a pas tardé. Mais elle n'est pas venue par téléphone. 2 jours plus tard, ma secrétaire m'a appelé à l'interphone. Sa voix était hésitante. Madame de Vignemale. Il y a une dame à l'accueil. Elle hurle. Elle dit qu'elle est votre mère et qu'elle exige de vous voir. La sécurité veut l'expulser, mais...
J'ai fermé les yeux. Ma mère. Hermance. Elle avait fait 2 heures de route depuis Angers. Elle qui détestait conduire. Laissez-la monter, ai-je dit. Seule. Oui. Seule. C'était le moment de la confrontation. Pas avec l'avocat arrogant, pas avec la sœur jalouse, mais avec la racine du problème. La mère qui avait choisi son enfant préféré et laissé l'autre mourir de froid. La porte de mon bureau s'est ouverte avec fracas. Hermance est entrée comme une tornade. Elle portait son manteau de fourrure synthétique, elle disait toujours que c'était du vrai vison, mais je savais que non, et son sac à main serré contre elle comme un bouclier. Elle était rouge de colère. Elle a ouvert la bouche pour crier, probablement pour me réprimander comme si j'avais 10 ans et que j'avais cassé un vase. Mais les mots sont morts dans sa gorge. Elle a vu le bureau. L'immense espace de 100 mètres carrés. Le sol en marbre. Les œuvres d'art moderne au mur. La vue époustouflante sur Nantes. Et moi, assise derrière ce bureau titanesque, non pas comme une petite fille fautive, mais comme une reine sur son trône. Elle s'est arrêtée net. Ses yeux ont fait le tour de la pièce, absorbant chaque détail, chaque signe extérieur de richesse qu'elle avait toujours convoité pour Maglone, mais qu'elle trouvait ici, chez la mauvaise fille. Maman, ai-je dit doucement. Assieds-toi. Elle a avancé comme un automate et s'est laissée tomber dans le fauteuil en cuir face à moi. Le même fauteuil où Ambroise avait transpiré 2 jours plus tôt. C'est à toi? A-t-elle chuchoté. Tout ça? Oui. Biovent, c'est mon entreprise. Mais, comment? Tu n'as jamais. On pensait que que j'étais une ratée? Ai-je fini pour elle? Oui, je sais. C'est plus facile de penser ça que de s'intéresser à ce que je faisais vraiment. Soudain, son visage s'est tordu et elle a éclaté en sanglots. Tu es cruelle. A-t-elle gémi. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre. On s'est inquiété pour toi. Inquiété? Ai-je rétorqué, sentant la colère monter. Maman, quand j'ai eu besoin de 5000 € pour lancer cette boîte, tu m'as dit d'aller faire caissière. Quand j'ai voulu venir à Noël, tu m'as interdit l'entrée parce que j'étais une honte. C'est ça, ton inquiétude? Elle s'est mouchée bruyamment dans un mouchoir en dentelle. On voulait te protéger. Maglone est fragile, elle a besoin de briller. Toi, tu as toujours été forte, solitaire, donc parce que je suis forte, je mérite d'être abandonnée? Mais regarde-toi maintenant. Tu es riche. Tu es puissante. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu organiser une grande fête. Maglone aurait pu t'aider avec ta communication. On aurait été une famille formidable. J'ai ri, un rire sans joie. Voilà le fond du problème. Si tu avais su que j'étais riche, tu m'aurais aimé. Tu m'aurais invité. Pas pour moi. Mais pour ce que je pouvais vous apporter. Pour l'image. Elle s'est redressée, les yeux brillants d'une lueur que je connaissais trop bien. L'avidité. Léontine, ne sois pas comme ça. On est ta famille. Maglone, elle est dévastée. Ambroise risque de perdre son travail à cause de cette réunion. Tu dois faire quelque chose. Tu dois appeler son patron. Tu dois dire que c'était un malentendu. Non. Quoi? Non. Ambroise est incompétent. Il a failli faire couler son client. Je ne sauverai pas sa carrière. Et je ne sauverai pas l'ego de Maglone. Elle m'a regardé avec horreur, comme si j'étais un monstre. Tu vas détruire le mariage de ta sœur? Je ne détruis rien. Je ne fais qu'allumer la lumière. Si leur relation ne supporte pas la vérité, c'est qu'elle était bâtie sur du sable. Elle s'est levée, tremblante de rage. Tu es une ingrate. Tu as l'argent, mais tu n'as pas de cœur. Maglone vaut 10 fois mieux que toi. Elle, au moins, elle est loyale. Elle est loyale envers ton illusion, maman. Moi, je suis loyale envers la réalité. Elle est sortie en claquant la porte. J'ai regardé la porte fermée. J'avais mal. Terriblement mal. Le rejet d'une mère est une douleur qu'aucun milliard ne peut apaiser. Mais pour la première fois, je ne me sentais plus coupable. J'avais tracé une ligne.
Et elle avait choisi de rester de l'autre côté. Après le départ de ma mère, je pensais avoir un peu de répit. Je me trompais. La loi de Murphy familiale était en pleine action. Le lendemain, c'était au tour de Maglone. Mais contrairement à ma mère, elle n'a pas passé la sécurité. J'étais en réunion avec mon équipaire dès quand Géraud est entré, l'air gêné. Madame. Votre sœur est en bas. Elle exige de monter. Elle dit qu'elle va appeler la presse si on ne la laisse pas passer. Elle fait un scandale dans le hall. J'ai soupiré. J'arrive. Je suis descendu dans le hall immense de marbre blanc. Maglone était là, retenue par 2 agents de sécurité. Elle portait une robe de créateur, des lunettes de soleil, à l'intérieur, bien sûr, et elle hurlait. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Je suis la sœur de votre patronne. Elle va vous virer. Quand elle m'a vu sortir de l'ascenseur, elle s'est tue 1 seconde, puis elle a explosé. Toi. Salope. Tu as ruiné ma vie. Les réceptionnistes, les clients qui passaient, les coursiers, tout le monde s'est arrêté pour regarder. Maglone, qui vivait pour l'attention, était en train d'en avoir, mais pas celle qu'elle voulait. Je me suis approché d'elle, restant à une distance de sécurité. Bonjour Maglone. Tu as besoin de quelque chose? Peut-être d'un prêt? Ou d'une recommandation? Elle s'est débattue. Ambroise m'a quitté. Ce matin. Il a dit que ma famille était une bande de menteurs et de ploucs. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser une femme dont la sœur l'a humilié professionnellement. Il t'a quitté parce qu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas m'utiliser pour grimper l'échelle sociale, ai-je corrigé calmement. Et parce qu'il a vu que tu étais aussi superficielle que lui. Vous vous méritiez, pourtant. Tu es jalouse. A-t-elle craché? Tu as toujours été jalouse de moi. Parce que je suis belle, parce que je suis aimée. Tu as monté toute cette entreprise juste pour me faire de l'ombre. J'ai monté cette entreprise parce que j'avais une vision, Maglone. Pas tout tourne autour de toi. En fait, rien ne tourne autour de toi. Tu n'es qu'une note de bas de page dans mon rapport annuel. Elle a hurlé, essayant de me griffer. Je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde que tu es une manipulatrice. Fais donc. Mais rappelle-toi, j'ai les meilleurs avocats de France. Et j'ai les preuves de tes messages. Ne viens pas à Noël, tu es une honte. Tu veux que je publie ça sur les réseaux sociaux? Avec tes 5000 followers, ça fera un petit buzz. Avec mes contacts dans la presse, ça fera la une nationale, la sœur cruelle de la tech billionnaire. Elle s'est figée. La peur a remplacé la colère. Elle savait que j'avais le pouvoir médiatique maintenant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner ce jeu-là. Tu ne ferais pas ça, on est sœurs. On partage le même ADN, c'est tout. Maintenant, pars. Et ne reviens jamais ici sans rendez-vous. J'ai fait un signe de tête aux agents. Accompagnez madame à la sortie. Ils l'ont escortée vers la porte tourniquet. Elle avait perdu sa superbe. Elle marchait voûtée, ses talons claquant tristement sur le sol. L'enfant roi venait de perdre sa couronne. En remontant dans l'ascenseur, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Je n'avais pas pleuré. J'avais coupé le cordon toxique. C'était chirurgical. C'était nécessaire. Mais bon sang, qu'est-ce que c'était triste. Une semaine de silence a suivi. Un silence lourd, épais. Puis un appel de mon père. Pas un message, un appel. Sa voix était différente. Cassée. Vieillie. Léontine. Je suis à Nantes. Je suis au café en face de ta tour. Je ne veux pas monter. Je ne veux pas faire de scène. Juste 5 minutes. S'il te plaît. J'ai hésité. Mon père n'était pas méchant comme ma mère ou Maglone. Il était faible. Il était lâche. Il avait laissé faire. Est-ce que c'était pire? Je suis descendu. Il était assis à une petite table, devant un café noir intouché. Il paraissait avoir pris 10 ans en 10 jours. Il tenait une enveloppe Kraft dans ses mains. Quand je me suis assise, il ne m'a pas regardé dans les yeux tout de suite.
Il regardait la tour Biovance qui se dressait au-dessus de nous, étincelante sous le soleil d'hiver. C'est impressionnant, a-t-il murmuré. Merci. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais regardé, papa. Il a grimacé, comme si je l'avais giflé. Je sais. Je sais. Il a poussé l'enveloppe vers moi. Ouvre. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une liasse de billets. 5 000 €. Et une vieille lettre manuscrite, jaunie. C'est quoi? Les 5 000 € que tu m'as demandé il y a 5 ans, a-t-il dit, la voix tremblante. J'ai vendu ma collection de montres pour les rassembler. Je sais que tu n'en as plus besoin. Je sais que c'est ridicule pour toi maintenant. Mais, je devais te les donner. J'ai regardé la lettre. C'était son écriture. Datée d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, Léontine a démonté le grille-pain et l'a remonté. Elle a compris le circuit électrique toute seule. Cette petite est un génie. Elle ira loin. J'ai levé les yeux, surprise. Tu as écrit ça? Oui. J'ai toujours su que tu étais intelligente, Léo. Mais, ta mère. Maglone. Elle prenait toute la place. Et j'ai eu peur. Peur de quoi? Peur que tu nous dépasses. Peur que tu n'aies plus besoin de nous. Et au final, en essayant de te garder petite, je t'ai poussée à partir. Je suis un lâche, ma fille. J'ai choisi la facilité. J'ai choisi de flatter l'ego de ta sœur plutôt que de nourrir ton talent. Et je m'en voudrais jusqu'à ma mort. Des larmes ont coulé sur ses joues ridées. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Je ne te demande pas de nous pardonner, a-t-il continué. Ce qu'on a fait pour Noël, c'était ignoble. Je suis complice. Mais je voulais juste que tu saches que je suis fier. Terriblement fier. Et terriblement honteux. J'ai regardé les billets. J'ai regardé la lettre. J'ai regardé cet homme brisé devant moi. J'aurais pu lui jeter l'argent au visage. J'aurais pu partir. Mais j'ai pris la lettre. J'ai repoussé l'argent vers lui. Garde l'argent, papa. Achète des fleurs à maman, ou paye le loyer de Cyprien, je m'en fiche. Mais la lettre, je la garde. Je me suis levée. Je ne peux pas oublier, papa. Et je ne peux pas revenir au dîner du dimanche comme si de rien n'était. J'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Je comprends, a-t-il dit doucement. Prends tout le temps qu'il faut. Je serai là. Je suis partie. Je n'ai pas pleuré. Mais j'avais le cœur un peu moins lourd. Il n'avait pas réparé le passé, c'était impossible. Mais il avait cessé de mentir. Et c'était un début. Les mois ont passé. Le rachat par Novatech a été finalisé. J'ai empoché une somme qui me mettait à l'abri pour 10 vies. Mais je n'ai pas arrêté de travailler. Au contraire, j'avais de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. La nouvelle de la rupture entre Maglone et Ambroise a fait le tour de la ville. Apparemment, Ambroise n'avait pas supporté d'être la risée de son cabinet. Oui, il a gardé son poste, mais il a été rétrogradé au rang d'avocat junior, sous la surveillance constante de ses chefs. Il a blâmé Maglone pour tout, affirmant qu'elle avait piégé dans une vendetta familiale. Maglone a essayé de revenir vers moi plusieurs fois, jouant la carte de la sœur abandonnée et de la solidarité féminine. J'ai bloqué son numéro. Elle a dû trouver un vrai travail pour la première fois de sa vie. J'ai entendu dire qu'elle était vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter de luxe. C'est un métier honorable. Peut-être qu'elle y apprendra enfin la valeur de l'argent et l'humilité. Quant à ma mère, elle m'envoie des cartes postales régulièrement. Je ne réponds pas toujours, mais je les lis. C'est une relation en pointillé, distante, mais pacifiée. Elle a compris que l'accès à ma vie est un privilège, pas un droit. Noël suivant est arrivé. Cette fois, personne ne m'a dit ne viens pas. Au contraire, j'ai reçu des invitations suppliantes de mes parents pour un grand dîner de réconciliation. Mais j'ai refusé. Poliment, mais fermement. J'ai passé Noël à la montagne, dans un chalet loué avec Géraud, Eulalie et quelques amis proches, ma famille choisie.
Nous avons bu du bon vin, nous avons ri, nous avons parlé de projets d'avenir, pas de potins mesquins ni de comparaisons sociales. À minuit, j'ai levé mon verre face aux étoiles et au sommet enneigé. Je n'avais pas agi par vengeance. La vengeance, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. J'avais agi par justice. J'avais repris ma place. J'avais forcé le monde et ma famille à voir la réalité telle qu'elle était. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. J'ai reçu un SMS de mon père. Joyeux Noël, ma fille. Je relis mes vieux journaux ce soir. Tu avais raison pour le grille-pain. Et pour tout le reste. J'ai souri, une larme de paix roulant sur ma joue. C'était la meilleure fin de chapitre que je pouvais espérer. Mais le livre de ma vie, lui, ne faisait que commencer. Le printemps est arrivé, et avec lui, la consécration finale. Ce matin-là, en arrivant au bureau, j'ai trouvé un exemplaire du magazine Les Échos posé sur mon bureau. Géraud l'avait fait encadrer. En couverture, il n'y avait pas un homme politique, ni un grand patron du CAC 40. Il y avait moi. Le titre s'étalait en lettres capitales, Léontine Dès Vignemal, l'empire bâti dans l'ombre. J'ai caressé le papier glacé. Sur la photo, je ne souriais pas. J'avais ce regard direct, sans excuse, celui que j'avais eu face à Ambroise dans la salle de réunion. C'était la preuve tangible, irréfutable, que je n'étais plus la petite sœur athée. J'étais une force avec laquelle il fallait compter. Mon téléphone a vibré. C'était Cyprien. Depuis le scandale de Noël, mon petit frère s'était fait discret. Il n'avait plus demandé d'argent. Le message disait « J'ai vu la couverture au kiosque. J'ai dit au vendeur, c'est ma sœur. » Il ne m'a pas cru. Il a dit que tu avais l'air trop importante pour être la sœur d'un mec qui achète des clopes à l'unité. Il a raison. Je suis désolée, Léo. Pour tout. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai réalisé que la dynamique avait changé. Il ne me regardait plus de haut. Il me regardait d'en bas. Et curieusement, cela ne me procurait plus de joie sadique. Juste une paix profonde. J'ai accroché le cadre au mur, non pas pour impressionner les visiteurs, mais pour me rappeler, à moi-même, d'où je venais. J'ai repensé à cette phrase que l'on entend souvent, la meilleure vengeance est un succès massif. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vraie vengeance, la plus pure, ce n'est pas de réussir pour les écraser. C'est de réussir pour soi, au point où leur opinion ne compte plus du tout. Maglone peut bien raconter sa version de l'histoire à qui veut l'entendre. Ambroise peut bien essayer de reconstruire sa réputation à Paris. Mes parents peuvent bien essayer de recoller les morceaux de leur fierté brisée. Cela ne m'atteint plus. Je suis occupée. J'ai une entreprise à gérer, des technologies à inventer, et une vie à vivre. Une vie que j'ai choisie, financée et construite, brique par brique, sans leur permission. Je me suis tournée vers la baie vitrée. Le soleil inondait Nantes. J'étais libre. Voilà, c'est ici que s'arrête mon histoire. Je sais que parmi vous, il y a des Léontines. Des personnes que l'on sous-estime, que l'on cache, que l'on critique. Des personnes à qui l'on dit « Sois réaliste, tu n'y arriveras pas, tu nous fais honte ». Si vous m'écoutez aujourd'hui, je veux que vous sachiez une chose, ils ont tort. Votre valeur ne dépend pas de leur validation. Votre avenir ne dépend pas de leur permission. Utilisez leurs doutes comme carburant. Transformez leur mépris en motivation. Et un jour, c'est eux qui se vanteront de vous connaître. Merci infiniment d'avoir suivi ce récit. C'était une épreuve de le raconter, mais vos commentaires et votre soutien me donnent de la force. Si cette histoire vous a inspiré, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Laissez un j'aime pour soutenir tous les outsiders du monde. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Je suis Léontine et je vous dis à très bientôt. Croyez en vous. Toujours.